Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 3, épisode 4. La pleine conscience en équithérapie. Par Véronique Delespierre, équithérapeute, psychologue. Bonjour à tous, je me présente donc Véronique Delespierre, je suis équithérapeute formée aussi à la SFE et j'exerce donc chez moi avec mes propres chevaux depuis 4 ans en région centre. Donc je vais vous parler de la pleine conscience que j'utilise en équithérapie donc au sein de mon entreprise qui s'appelle Cavalcade. Alors d'abord, quelques petites définitions. C'est quoi la pleine conscience ? Donc, c'est John Kabat-Zinn qui est toujours professeur de médecine aux États-Unis et qui a mis au point dans les années 70 la méthode de réduction du stress basée sur la pleine conscience pour des personnes qui souffraient de cancer et de douleurs chroniques. Donc pour lui, la pleine conscience, ou mindfulness en anglais, ça signifie diriger son attention d'une certaine manière, c'est-à-dire délibérément, au moment voulu et sans jugement de valeur. Ça, c'est très important. Alors pour compléter cette définition, on peut dire que les différentes études en psychologie cognitive ont montré qu'il y avait une interaction permanente, très souvent automatique et inconsciente, entre les pensées, les émotions avec les sensations physiques associées, les comportements et aussi les perceptions. Je vais prendre un exemple. Pour ceux qui sont conducteurs, il vous est probablement arrivé de décider, par exemple, le soir, en rentrant chez vous après le boulot, d'aller déposer un paquet quelque part. Et puis, quand vous conduisez, vous rêvassez, vous réfléchissez, voire vous ruminez si vous avez des problèmes émotionnels. Et puis, tout d'un coup, vous arrivez chez vous, vous vous apercevez que le paquet est toujours là. En fait, vous avez fonctionné en pilote automatique. La force de l'habitude vous a fait emprunter votre itinéraire journalier et puis vous êtes rentré chez vous sans avoir fait ce que vous comptiez faire. Donc ici, c'est vraiment l'interaction entre vos pensées automatiques et les comportements qui est en jeu. Un deuxième exemple qu'on peut prendre, vous vous levez le matin, pour montrer aussi que cette interaction, elle est permanente et elle a lieu même quand vous dormez. Vous vous levez le matin avec un vague sentiment de malaise, d'angoisse, de tristesse diffuse. Dans le temps, on aurait dit qu'on s'était levé du pied gauche. Donc, en fait, il est probable que ces sensations physiques désagréables soient liées au dernier rêve que vous avez fait avant le réveil. Souvent, vous ne vous en souvenez plus consciemment, mais votre corps, en fait, en est encore imprégné. Et donc, immédiatement, votre esprit va essayer d'interpréter ces sensations physiques désagréables et il va rechercher dans l'environnement tout ce qui pourrait confirmer et expliquer cette sensation désagréable. Et cette émotion désagréable met comme un filtre sur vos perceptions. Dans le temps, pareil, quand on est gai, on voit la vie en rose, quand on est déprimé, c'est plutôt gris, quand on est en colère, c'est plutôt rouge. Donc là, c'est un filtre coloré, mais en fait, on a un filtre qui fait qu'on va sélectionner dans l'environnement tous les événements ou tout ce qu'on perçoit susceptibles de confirmer cette humeur. Et donc, forcément, quand on cherche, on trouve et on va ne pas voir tout ce qui pourrait contredire l'humeur du moment. Donc, les petites choses comme
le rayon de soleil qui réchauffe notre corps, l'odeur du café, etc. Donc en fait, ici, c'est vraiment l'interaction entre les sensations physiques, les émotions et les perceptions de l'environnement qui est en jeu. Alors, dans les thérapies basées sur la pleine conscience, on va chercher il s'agit d'apprendre, j'insiste, à prêter attention à ces phénomènes pour choisir d'agir ou de ne pas agir, plutôt que réagir en pilote automatique. Du coup, ça va permettre de ne pas se laisser emmener dans une spirale destructrice de pensées et d'émotions négatives qui s'auto-alimentent, de limiter l'influence des ruminations stériles, ça passe tout seul sans que j'ai rien fait. Cela va permettre de ne pas laisser, donc de limiter aussi l'influence des ruminations stériles relatives au passé, donc les regrets et les remords qu'on trouve, ces ruminations sont souvent liées aux états dépressifs, ou au futur, qui sont les anticipations anxieuses, donc plutôt ces ruminations qui sont plutôt liées aux pathologies anxieuses, on va dire. Et du coup, d'ouvrir de nouvelles possibilités d'action, puisqu'on va pouvoir choisir. Alors, en fait, il s'agit d'apprendre toujours à passer plus souvent du mode faire, c'est un mode, le mode résolution de problème. En fait, quand on a quelque chose qui ne va pas, on essaie de résoudre le problème, donc d'agir sur le problème. C'est un peu notre culture et la façon dont on a été éduqué qui nous fait réagir comme ça. Mais on va plutôt essayer de passer au mode être, c'est-à-dire d'être conscient de l'expérience sensorielle dans l'instant présent. Donc en effet, il est assez contre-productif, ça c'est les études qui l'ont montré, hein, de vouloir résoudre les émotions comme des problèmes. Parce que ce n'est pas des problèmes en fait, les émotions c'est quelque chose de naturel, et elles ne sont en fait que des informations sur nous-mêmes dont il s'agit plutôt de tenir compte avant d'agir. Il y a même des études récentes en neurosciences qui ont montré qu'il existe dans notre abdomen notamment un ensemble de neurones qui ne sont pas raccordés directement au cortex cérébral. Et les personnes qui sont capables de sentir ce qui se passe dans, entre guillemets, ce cerveau émotionnel, sont capables de développer leur intuition, ce qui les aide beaucoup pour prendre des décisions. Nous, on est trop souvent, surtout dans notre culture occidentale, dans la réflexion et le mode résolution de problèmes, et on sent plus ce qui se passe et on n'arrive pas à agir intuitivement. Donc, dans les thérapies basées sur la pleine conscience, on va apprendre par une technique particulière qui est la méditation de pleine conscience, à prendre du recul pour ne pas se laisser submerger par ses émotions et du coup agir en choisissant ce qu'on fait. Alors, ces méthodes thérapeutiques basées sur la pleine conscience, elles font partie des thérapies cognitivo-comportementales de 3e génération. Elles utilisent donc la méditation. Alors, c'est-à-dire que dans la méditation, il s'agit d'observer avec bienveillance et curiosité, dans l'instant présent, les remous naturels de notre monde intérieur, sans lutter, ni les chasser, ni les fuir. Quand vous avez eu, sans doute, tout le monde a eu des moments un peu de déprime, de découragement, et on a tendance à ruminer. Donc ça, c'est les remous naturels de notre monde intérieur. Et comme c'est désagréable, on cherche souvent à chasser ces pensées.
Or, ça revient tout le temps comme un boomerang quand elles sont fortes. Quand c'est des pensées négatives ou des émotions négatives de faible intensité, on peut se distraire en faisant quelque chose de gai, en regardant un film. Mais quand c'est vraiment fort, de toute façon, ça revient toujours comme un boomerang. Donc, dans la méditation, on va apprendre plutôt à regarder passer ces émotions et ces pensées, sans les chasser ni les fuir, à les accepter, ce qui ne veut pas dire se résigner, mais donc pour ne pas rajouter un cercle vicieux de nouvelles émotions parce qu'on n'arrive pas à chasser cette pensée douloureuse. Donc c'est... Zut, pourquoi ça fait ça? Donc, elles ont fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques qui, du coup, ont montré leur efficacité, notamment pour la réduction des symptômes anxieux et dépressifs. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée d'allier pleine conscience et équithérapie? Alors, dans la pleine conscience, pour que les patients puissent l'utiliser dans la vie quotidienne, ça nécessite un apprentissage et un entraînement. On verra tout à l'heure qu'en fait, ils doivent faire des exercices journaliers entre les séances d'équithérapie. Or, l'utilisation du cheval entraîne une plus forte motivation à s'engager et à s'impliquer dans la thérapie psychique, ce qui fait qu'ils pratiquent plus facilement les exercices journaliers à la maison. Il s'agit aussi, dans la pleine conscience, de se centrer sur l'ici et maintenant, j'ai déjà dit, pour lâcher prise vis-à-vis des ruminations. Or, le cheval, il réagit dans l'instant présent. Et le patient peut ainsi expérimenter le lien immédiat entre son action et le comportement du cheval. Dans la pleine conscience, il s'agit aussi de développer l'attention et la conscience de l'environnement, de ses pensées, de ses émotions et de ses réactions. Or, avec le cheval, qui a quand même une stature quelque peu imposante, ça va favoriser l'observation attentive de ce qui se passe dans la relation. Il s'agit aussi, dans la pleine conscience, de développer la sensibilité à la fois physique et émotionnelle. Or, en équithérapie, les sensations corporelles qui sont induites par le contact avec le cheval sont plus intenses que dans les situations habituelles et du coup, elles sont perçues plus facilement. Et ensuite, au niveau émotionnel, c'est que les relations de l'homme avec le cheval induisent de nombreuses émotions. La joie, bien sûr, mais aussi la peur, la déception ou voire la colère quand il ne veut pas tout à fait faire ce que le patient veut qu'il fasse. Hein. Zut. Donc, en aidant le patient à se rendre compte de l'état émotionnel du patient, l'apprentissage du cheval et de son propre état émotionnel, l'apprentissage de la méthode va être facilité. Alors, les indications thérapeutiques. Donc, je disais que la pleine conscience avait été beaucoup utilisée dans les troubles anxieux et dépressifs. Moi, j'ai utilisé la pleine conscience en équithérapie pour prendre en charge plusieurs types de pathologies. Donc, je l'ai utilisée chez les enfants à partir de 4 ans, puisque la méthode a été adaptée à l'enfant. Donc, pour prendre en charge la timidité excessive, qui est quand même un trouble anxieux, on va dire, mais aussi les difficultés familiales et relationnelles, et les comportements difficiles comme l'opposition ou l'agressivité. Et chez les ados et adultes, alors bien sûr la dépression, le burn-out professionnel, la phobie sociale, l'agoraphobie avec attaque de panique, le manque d'assertivité ou d'affirmation de soi, et puis
les hallucinations auditives dans la schizophrénie. Alors là, j'avais beaucoup hésité, parce que dans les exercices de méditation de pleine conscience, on se centre sur le corps. Moi, j'avais appris dans mes études que dans la schizophrénie, on n'utilisait pas, par exemple, la relaxation, parce que se centrer sur le corps, c'était pas forcément une bonne idée, parce que ça pouvait provoquer des idées de morcellement ou de dépersonnalisation. Or, j'ai regardé un peu dans la littérature, et maintenant, la pleine conscience est utilisée chez les psychotiques qui ont des hallucinations. Alors, du coup, j'ai essayé, parce que la personne n'avait pas d'idée de dépersonnalisation ni de morcellement au préalable. En fait, elle avait des voix, évidemment, elle entendait des voix. C'était des voix mystiques, donc c'était Dieu ou Satan qui lui parlait, et c'est tout. Et ça ne parlait pas trop de son corps. Néanmoins, j'ai adapté la méthode de pleine conscience, où on travaille sur le corps, et où normalement, dans les étapes, la première étape, c'est de concentrer son attention sur différentes parties du corps. Ça, j'ai complètement supprimé pour les schizophrènes. Si on travaille sur le corps, je travaille sur le corps tout entier, et pas le corps en petits morceaux, on ne sait jamais. Alors, comment se déroulent mes prises en charge? Donc d'abord, j'ai un entretien initial qui va permettre de préciser la demande, de faire connaissance, d'expliciter le déroulement et les modalités pratiques de prise en charge. Ensuite, je fais 10 séances thématiques d'1 heure, donc avec une progressivité, qui permettent d'expérimenter la méthode, là, avec le cheval, bien sûr, de façon progressive et adaptée à l'âge et à la problématique du patient. Ensuite, il y a des exercices journaliers à la maison. Donc, le patient, il doit faire des activités routinières, par exemple, se brosser les dents ou préparer à manger ou manger, etc., en pleine conscience, mais surtout faire des exercices de méditation guidés au début, donc avec un CD que je leur ai enregistré pour chacun, donc en fonction de ce qu'on a fait pendant la séance. Donc tous ces exercices, ils vont permettre au patient d'entraîner, comme un sportif en fait, son cerveau à agir plus souvent en pleine conscience dans la vie quotidienne et de ne pas se laisser emmener dans le cercle vicieux de pensées, émotions et comportements délétères pour lui. Alors en séance, je propose plusieurs choses, des moments d'observation et de rencontre avec les chevaux en liberté, des choses avec le pansage et la préparation du cheval, de la monte en pleine conscience, et aussi des explications par rapport au thème de la semaine, des échanges sur ce qui s'est passé dans la semaine écoulée, notamment lors de la pratique des exercices, et des exercices de méditation guidée pendant la séance. Tout ça, ça vise à développer la sensibilité émotionnelle et utiliser donc les différentes sensations corporelles pour que le patient puisse mieux comprendre. J'aime bien cette image, sa météo intérieure. Parce que la météo, on ne peut pas la changer. On peut toujours lutter, ça ne marche pas. Donc, il faut comprendre que les remous naturels de notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, c'est comme notre météo intérieure. Ça finit toujours par passer, même quand il ne fait pas beau, même quand c'est orageux. Mais si on ne lutte pas, parce que si on commence à lutter ou à chasser, eh bien ça s'installe et on rumine et puis voilà. En fait, il s'agit de considérer cette météo intérieure comme des événements mentaux qui vont et qui viennent, comme les nuages, mais qui ne sont ni soi-même, ni la vérité. C'est pas parce qu'on a raté quelque chose qu'on est nul, c'est pas parce
on est triste, qu'on est déprimé, etc. Alors pour illustrer ça, je vous ai fait une petite vidéo en séance. Alors bien sûr, c'est sur le cheval, mais ceux qui n'ont jamais expérimenté la méditation, vous pouvez essayer, notamment quand dans la vidéo on demande aux patients de se centrer sur ses sensations corporelles ou sur ses pensées. Vous pouvez essayer de pratiquer même si vous n'êtes pas à cheval. Attention au corps. Installe-toi confortablement, assis, sans étrier. Tu peux fermer les yeux ou laisser ton regard flotter dans le vide. Ou encore, fixer les oreilles de tonnerre. Ne te préoccupe pas de l'endroit où tu vas. Contente-toi juste d'avancer au pas en laissant le poney choisir la direction. S'il s'arrête, contente-toi de lui demander d'avancer. Juste tendre un peu plus ta veine extérieure pour qu'il ne revienne pas vers l'intérieur. Amène ton attention sur ta posture. Explore les sensations de contact entre ton corps et le poney. Sens le contact de tes fesses avec le dos de tonnerre. Sens la chaleur, le mouvement de son pas. Sens le contact de tes cuisses, de tes mollets avec son flanc, de tes pieds qui descendent, de tes jambes qui s'allongent. Sens le contact de tes mains avec les veines ou sur les poignets. Ne juge pas si c'est agréable ou non, si tu fais bien ou mal. Ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens. C'est là, c'est tout. Ne fais pas d'effort, laisse-toi aller et sens. Si ton attention s'échappe, quitte ta posture pour partir dans des pensées, des idées. Pour l'instant, contente-toi de le remarquer et sans te faire de reproche, reviens à ton corps. Amène ton attention vers les sensations de la respiration, telles qu'elles sont dans le moment présent, sans chercher à la contrôler. Maintiens ton attention sur les sensations de la respiration. À présent, élargis ton attention à tout le corps. Perçois ton corps tout entier. Tiens ton attention sur le corps tout entier avec les sensations de la respiration. Attention au corps. Sensations de contact Installe-toi avec ton nez, confortablement. les autres sensations. Inévitablement, ton attention va s'éloigner de ton corps, vers des pensées, des idées, des sons. Rappelle-toi que c'est normal, que c'est ainsi que l'attention fonctionne. Lorsque tu t'aperçois que ton attention n'est plus sur ton corps, félicite-toi de l'avoir remarqué et reviens doucement, gentiment, à ton corps tout entier qui respire. Et si ton esprit s'évade 10 fois, 100 fois, dès que tu le
remarques, dis-toi que c'est exactement cela la pleine conscience. Remarquez comment fonctionne ton esprit. Remarquez qu'il n'arrête pas de t'emmener dans des directions que tu n'as pas choisies. Tout le monde a la même difficulté. Dès que ton esprit s'échappe, suffit de le remarquer à un moment donné et de revenir gentiment à ce sur quoi tu as décidé de te concentrer. La respiration ou le corps, par exemple. Exploration d'une difficulté en pleine conscience. Désormais, vous commencez à pouvoir être plus souvent en pleine conscience, notamment en vous reliant à votre respiration et à votre corps. Vous regardez passer vos pensées et émotions avec bienveillance et curiosité. Dans cet exercice, nous allons explorer une nouvelle façon d'aborder vos difficultés. Vous pouvez en effet explorer autre chose que ce que vous avez appris jusqu'à présent. Vous pouvez intentionnellement vous concentrer sur cette difficulté. Il s'agit de l'examiner en pleine conscience avec bienveillance et curiosité. Cela va vous permettre de changer votre rapport à cette difficulté, de prendre du recul pour ne plus réagir avec agacement, angoisse ou détresse. Il ne s'agit pas de nier ou de chasser cette difficulté, mais de l'explorer en pleine conscience. Vous pourrez alors observer que son pouvoir de déstabilisation va progressivement diminuer. Faites venir à votre esprit une difficulté, un épisode de votre vie récent ou plus ancien qui vous a causé du désagrément. Quand vous avez fait votre choix, penchez-vous sur cette difficulté. Laissez-la reposer dans votre esprit en pleine lumière. Concentrez-vous sur la difficulté en question. Remémorez-vous les détails. Puis déplacez votre attention dans votre corps. Prenez conscience de toute sensation physique qui accompagnerait cette pensée ou cette émotion liée à cette difficulté. Déplacez délibérément votre attention vers la partie du corps où ces sensations sont les plus fortes. Vous pouvez imaginer que vous respirez dans cette région en inspirant, puis que vous ressortez avec le souffle à partir de cette zone, comme vous l'avez pratiqué dans le scanner du corps. Non pas pour changer les sensations, mais pour les explorer. Remarquez votre manière de réagir à tout ce qui surgit et accueillez ces réactions dans une pleine conscience vaste et bienveillante. À chaque expiration, à chaque inspiration, acceptez et accueillez les sensations où qu'elles se trouvent dans votre corps. Et vous remarquez que les sensations s'estompent, vous pouvez choisir soit de revenir à la respiration, soit de recommencer
en abordant de nouveau cette difficulté ou une autre. Donc, les résultats que j'ai obtenus, donc, en fait, j'ai utilisé la pleine conscience pour 11 personnes. Donc, attends, c'est pas trop vite encore une fois. Donc, 6 adultes et 5 enfants. Donc, avec donc, des personnes qui avaient des troubles dépressifs, d'autres des troubles anxieux, des troubles du comportement, des difficultés relationnelles et une personne avec des hallucinations auditives dont j'ai déjà parlé. Alors, à chaque fois, aux patients, à la fin de la prise en charge, je leur fais remplir un questionnaire, aux patients ou à leurs tuteurs, parents, etc. Et j'envoie à nouveau un questionnaire au bout de 6 mois parce que quelquefois, à la fin de la prise en charge, tout n'est pas encore remis en place, mais que s'ils continuent à pratiquer chez eux, eh bien, ça change. Donc, en tout cas, sur les 11 patients, il y en a 6 qui se sont montrés très satisfaits, 3 satisfaits et une seule non satisfaite. Il faut dire que c'était une dame qui a été très peu assidue à la fois aux séances. Elle souffrait de troubles agoraphobiques. En fait, donc des fois elle ne venait pas. Donc elle était très peu assidue, mais en plus elle a été très peu assidue aussi aux pratiques des exercices à la maison. Alors, à la fin, donc j'ai regardé le statut de la difficulté initiale pour laquelle on m'avait consulté. Donc en marron, c'est à la fin de la prise en charge et en vert, c'est 6 mois après. Donc le premier, c'est la difficulté a complètement disparu. Donc il n'y en avait qu'un juste à la fin des 10 séances, mais 6 mois après, 5 de plus. Ensuite, beaucoup amélioré à la fin de la prise en charge, c'était déjà 5. Et 3, 6 mois, il y en avait plus que 3, 6 mois après, parce qu'ils sont passés dans l'autre catégorie. Légèrement amélioré 2 personnes. Alors, pour 2 autres personnes, en fait, la difficulté n'avait pas du tout disparu ni diminué, mais les personnes les vivaient de façon moins perturbante. Disons qu'elles ne les gênaient plus tant, en tout cas. Et puis, une personne, pas d'évolution. J'avais mis un empiré, mais heureusement, il n'y a personne qui a eu sa pathologie empirée. Alors, quelques petits témoignages de patients. Hein. Donc, ils disent « Je suis plus serein et capable de faire des choix conscients conformes à ce que je suis vraiment ». Donc, c'était un monsieur qui souffrait de burn-out professionnel. J'ai aimé la méthode claire, structurée, efficace et qui offre des résultats rapides. C'était Camille, 25 ans, qui était étudiante en 7e année de médecine et qui manquait de confiance en elle. La maman de Constance, qui avait 11 ans et qui avait des comportements relationnels difficiles en famille, dit que c'est une méthode motivante grâce au poney et bien adaptée aux enfants. Pour Delphine, 35 ans, qui était bipolaire, donc maintenant, elle est toujours bipolaire, bien sûr, mais elle peut percevoir les signes annonciateurs d'une entrée dans un épisode dépressif ou maniaque, et du coup, elle consulte tout de suite. Alors là, c'est vrai que Amandine, 8 ans, moi, dès la 5e séance, me dit, elle n'a plus d'eczéma. Même moi, j'étais assez surprise. Donc, elle souffrait d'angoisse et de troubles psychosomatiques. Donc là, c'est le papa de Nolan, qui avait 8 ans, qui était extrêmement timide et renfermé. Hein. Il parlait à personne, même ses parents, c'était difficile. Là, il dit, c'est le jour et la nuit, mon fils y est gai, ouvert, moins colérique et plus raisonnable. Et puis, il est même devenu délégué de classe. Donc là, c'est pas à 6 mois, c'était pendant les 10 séances.
J'ai aimé la douceur et le non-jugement de Madame de Lespierre qui m'a fait découvrir tant de choses sur moi-même que je ne savais même pas. Ça, c'était... Tiens, il manque un morceau. C'était une dame qui était dépressive, une dépression relationnelle suite à un divorce très, très conflictuel. Et donc, elle dit... Je ne sais pas pourquoi c'est parti. Elle dit aussi que... Comme pour elle, le cheval, ça représente la liberté, ça l'a beaucoup aidé à s'impliquer aussi dans la méthode. Donc, pour mon fils, avec un psy en cabinet, ça n'avait rien donné. Et les conflits familiaux ont aujourd'hui cessé. Donc, c'était Arthur, à 12 ans, qui était opposant et agressif. Et Alice, la jeune femme schizophrène de 28 ans, dit « J'entends toujours des voix, mais elles me font moins peur parce que je ne les crois plus. » Donc je vous ai mis la bibliographie dont je me suis servie pour élaborer les séances. Alors s'il y a des choses, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à lire surtout donc, le premier, donc, c'est un extrait, parce que c'est un gros pavé, de Guénola Herbette et Patrick Guillemot qui ont utilisé donc, la pleine conscience en équithérapie. Et puis, pour ceux qui veulent voir des exercices de pleine conscience, qui sont enregistrés sur un site, il y a un site internet où on a plein d'exercices de pleine conscience qu'on peut utiliser. Donc moi, j'ai utilisé ça, mais je les ai bien sûr adaptés avec le cheval. Voilà, merci à vous.